Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet générationnel, un sujet de la société française. Alors, on parlerait aujourd'hui du conflit générationnel qui existe aujourd'hui en France. Il y a l'immigration, il y a des gens qui sont installés en France, il y a des habitudes, il y a des us et coutumes, il y a la tradition judéo-chrétienne, il y a la tradition musulmane, il y a les traditions africaines qui se mélangent. Aujourd'hui, pour en parler, nous avons bien entendu deux invités sur ce plateau. À ma droite, nous avons Madame Noura Zoubir, qui est hôtesse de l'air. Elle est consultante junior aux Nations... Vous étiez consultante aux Nations Unies, professionnelle du tourisme. Vous avez Bac plus 5, de commerce et affaires internationales. À ma gauche, Monsieur Resmond Congo Makwala. Vous êtes de la jeunesse consciente. Jeunesse consciente, dont vous allez nous expliquer pourquoi. Consciente congolaise. Et activiste militant, donc œuvrant pour la minorité visible. On va savoir, dites-moi, je commence par vous, c'est quoi un activiste militant? Un activiste militant, premièrement, c'est une personne qui se bat pour une cause. Ça veut dire que nous autres, on va dire, on s'est engagé dans une action, parce que activiste, c'est être dans l'action. Et moi-même, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action pour militer pour des causes en fait que les gens ne sont pas au courant. Par exemple? Par exemple, la cause du Congo, avec le génocide actuel, qui a fait plus de 8 millions de personnes qui ont été tuées depuis 1993. Donc en fait, moi, je me bats en priorité pour ça. Et je suis un militant panafricain aussi, de manière générale. Alors quand on parle d'un panafricain, comment on peut situer un panafricain? Un panafricain, c'est une personne, je pense, si je dois le situer, c'est quelqu'un qui défend une cause commune, ou du moins les intérêts de l'Afrique. Alors, Madame Zoubir, êtes-vous vraiment française? Alors, c'est une question qu'on m'a posée à l'âge de 16 ans. Elle a été posée par mon jeune frère. Nous avons 7 ans de différence. Et je m'en souviens que j'ai été interloquée par sa question. C'était formulé comment la question? Il m'a demandé, Nora, est-ce que tu te sens française? J'ai été très surprise parce que je ne m'étais jamais posé la question auparavant. Pour moi, c'était net, oui, je suis française. Simplement, ça m'a également reporté à des expériences que j'ai vécues, où à chaque fois que je disais que je suis française, oui, mais de quelle origine? Algérienne, marocaine, tunisienne, voire même parfois on pensait antillaise. En revanche, j'ai vécu dans plusieurs pays étrangers, et là-bas, lorsqu'on me posait la question, d'où tu viens, et je disais française, on n'allait pas chercher plus loin. C'était la réponse attendue, voilà, française. Et j'ai une anecdote, lorsque je suis partie au Canada, dans le cadre d'un programme vacances-travail, j'ai rencontré donc une jeune femme canadienne qui avait les origines orientales. Et je me suis en fait, je lui ai posé donc la question, mais de quelle origine? Et elle m'a répondu, je suis canadienne. Et j'ai un petit peu insisté. Et elle me dit, en fait, mes parents sont libanais, mais je suis canadienne. Et j'ai vu là la différence, en fait, de cette Canadienne qui, vivant au Canada, se sent canadienne et qui a même été un petit peu perturbée par ma question, alors qu'en France, on insiste beaucoup. Et en fait, je n'ai fait que répliquer ce que j'ai vécu, en fait, en France. En écoutant ce que Madame Zoubir dit, on peut se dire que on est français ou on n'est pas français, ou à moitié français, ou on n'est pas assimilé, ou on n'est pas intégré. C'est le problème d'intégration quand on regarde tout cela. Le problème d'intégration, c'est vrai que c'est une question qui est fondamentale, mais je pense que moi, je ne le verrai pas de cette manière-là peut-être. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de jeunes qui ont grandi ici se sentent au début appartenir à la France, parce que c'est au niveau de la culture, c'est ce qu'ils ont vécu, ils sont partis à l'école de la République, ils ont vécu pas mal d'expériences dans ce pays, mais en grandissant, comme la dame l'a dit, Madame Zoubir l'a dit, on est confronté face à une certaine réalité. C'est-à-dire que le rejet du système, des fois, parce qu'on le voit en France, beaucoup de nos compatriotes, si je peux dire, africains ou voilà, ou de votre pays d'origine, de notre pays d'origine, quand ils arrivent par exemple sur le marché du travail, même après avoir fait de longues études, tout ce qui est ceux qui ont fait qui ont eu des diplômes universitaires se retrouvent face à un problème, c'est qu'ils ne sont pas pris en fonction de leur capacité
Et souvent, ils arrivent à avoir un plafond de verre. Pour quelle raison? Parce qu'il y a la couleur en fait qui revient, ou du moins l'origine, ou des fois le nom. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on prend les Antillais, ils ont souvent des noms à connotation française. Mais arrivé au niveau de l'administration ou autre, ils n'arrivent pas à percer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce problème-là, c'est un noir ou c'est un arabe. C'est un noir ou un arabe. Alors, au sein de la famille, c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui, au sein de la famille, comment vivez-vous en fait ce mélange de cultures en étant français et les autres rejettent en fait cette identité française, d'autres se réclament français, comme vous le réclamez vous aujourd'hui. Vous ne voyez pas les choses comme Mme Zoubir a pu Non, moi, voir. je me réclame africain. Alors comment? Vous êtes né, et vous avez grandi ici? Vous avez la nationalité française? Non, j'ai voulu me faire naturaliser à un certain moment, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Et pourquoi? Pourquoi? Les raisons? Les raisons, au départ, je me disais, on vient d'un pays précis, c'est-à-dire que j'ai une origine certaine, et pourquoi est-ce que je devrais changer mon identité pour m'adapter en fait au pays dans lequel je vis? C'était à une certaine époque, je me posais cette question-là, je me disais, mais pourquoi est-ce que je devrais le faire? Et au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à rentrer dans le militantisme, je n'ai plus en fait ressenti ce besoin-là en fait d'appartenir à ce que la France en fait me proposait. Donc vous refusez la Marseillaise, les drapeaux, de se mettre sur le drapeau? En réalité, c'est pas question qu'on ne refusait pas la Marseillaise, c'est plutôt la Marseillaise qui nous a refusé. Alors expliquez-nous. Quand je dis que la Marseillaise nous a refusé, c'était des petites réflexions qu'on pouvait avoir à l'école, des fois avec certains professeurs. C'est-à-dire? Moi, par exemple, je me rappelle une fois, c'était quand j'étais à l'internat, j'avais, je crois, 12 ans. Il y a un de mes professeurs, bon, lui, il était d'origine roumaine aussi, peut-être à cause de ça. Il m'avait fait une réflexion, en fait, qui m'avait marqué et qui est restée, en fait, ancrée dans mon esprit pendant très longtemps. Il m'avait dit, parce que je lui avais fait une réflexion, j'ai oublié laquelle, il m'avait dit que, tu sais, Hitler ne considérait pas les Noirs comme des êtres humains, mais comme des singes. Et quand il m'a dit ça, en fait, à l'intérieur de moi, en fait, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Et je me suis dit, ces gens-là, en fait, ne nous aiment pas. C'est ça, en fait. Donc, en fait, c'est des petites phrases comme ça, en fait, qui marquent l'esprit d'une personne. À partir de là, en grandissant, j'ai été une personne qui a un peu rejeté un peu le système français, même au niveau scolaire. C'est-à-dire que vouloir, on va dire, apprendre ce qu'on me donnait n'était pas vraiment une chose, en fait, qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que je rejetais, en fait, de fond en comble, voilà, le système français. Et c'est qu'on voit aussi au niveau des échecs, l'échec scolaire, au niveau des banlieues. Voilà. Au niveau des banlieues. C'est ce qui explique aussi beaucoup ce que beaucoup de jeunes, en fait. Vous avez vécu dans une banlieue, comme on dit, populaire. Parisienne, oui. Parisienne. On ne veut pas dire laquelle, mais vous avez vécu. J'ai vécu en banlieue, oui. Alors, les rapports, tout ça, avec le vrai français, et puis je passerai la parole, bien entendu. Bon. Après, vous savez, quand on a grandi un peu dans une situation où on était à l'école avec toutes les communautés existantes en France. C'est-à-dire qu'on était avec des Arabes, on était avec des Chinois, on était avec des Hindous, on était avec d'autres Noirs de diverses contrées du continent, ou même du monde. Parce que, comme je le dis, il y avait des Antillais et autres. Mais en grandissant, cette différence-là, bon, entre nous, des fois, on se chambrait un peu. Entre ceux qui venaient du pays, qu'on nous appelait les blédards, et ceux qui avaient grandi ici, il y avait souvent ce genre de choses qui étaient mises en avant. Mais il n'y avait pas vraiment de différence entre nous. C'est en grandissant, avec les expériences qu'on a eues, surtout au niveau professionnel, qu'on a commencé à remarquer qu'on n'était pas traités comme les citoyens, entre guillemets, blancs. Donc en fait, on faisait à chaque fois la différence entre un noir et un blanc. Et c'est la société, c'est ce qu'elle nous a en fait démontré, c'est ce qu'elle nous a en fait fait apercevoir. Et à partir de là, beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne sont pas en fait vus dans la République. À partir de là, il y a commencé à avoir un petit déni et on a commencé à rejeter un peu la République française au fur et à mesure du temps à cause de ça en fait. Vous rejetez aussi le drapeau c'est que quand on voit un Américain tient la bannière étoilée dans ses bras, on dit, voilà, j'aime les États-Unis, je défendrai mon pays jusqu'à la mort. Est-ce que vous pouvez défendre la France jusqu'à la mort? Alors, déjà pour répondre à votre question, est-ce que j'aime le drapeau? Je ne m'étais pas posé cette question-là, encore une fois, jusqu'à mon expérience au Canada, où vous saviez, je me souviens avoir vu cette grande pancarte où il y avait différents types ethniques qui disaient « Nous sommes le Canada ».
Et ce que j'aurais aimé, c'est que la France fasse ce type d'initiative en associant leur drapeau à ces multitudes ethniques. Défendre la France, L'hésitation montre que donc il y a un mépris, il y a un rejet. Non, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de rejet, c'est pas ça du tout. Mais je sens un peu comme camarade, mais on a une expérience qui est un petit peu différente. Moi, j'ai le souvenir également, lorsque j'étais en classe de terminale, à mon époque, parce que je pense qu'on est d'une génération un petit peu différente, à mon époque, la guerre d'Algérie ne faisait pas partie du programme. J'allais en parler. Voilà. Et ce qui m'a vraiment surprise, c'est que notre professeur qui faisait en même temps donc sa thèse de doctorat, donc qui était relativement jeune, nous avait proposé, c'était juste avant l'heure du déjeuner, voilà, je vais vous passer un film, pour ceux qui souhaitent vous rester, pour ceux qui ne souhaitent pas, vous pouvez partir, mais je vais vous montrer un document sur la guerre d'Algérie. Et pour moi, ça a été un déclic parce que ma mère elle-même avait parlé de son propre grand-père qui avait bataillé pour la France. Donc lui, pour le coup, oui, il avait donné de sa vie pour la France. Il n'en est pas mort, mais il en est rentré avec, comme elle me disait, les tripes sorties, en fait, très, très blessé physiquement et moralement, voire même psychiquement. Et j'étais une élève très assidue, plutôt très studieuse. Et de tous ces épisodes-là, je n'en ai jamais entendu parler à l'école. On n'a jamais essayé de nous montrer quelle était la France. Et je pense que le pire pour moi a été en CM2, lorsque l'on a parlé de la bataille de Poitiers et qu'on nous dit nous avons réussi à sortir l'envahisseur musulman, ou les morts, les Arabes. Et moi, par contre, je n'ai pas trop été à l'école. Enfin, c'était pas très multiethnique. C'était plutôt dans un environnement assez blanc, en fait. Et c'est vrai que lorsque vous entendez ça et vous êtes la seule arabe de la classe, on se sent un petit peu pointé, en fait. Et donc, bien entendu, je respecte chaque pays où j'ai vécu. Je respecte la France pour l'éducation qu'elle m'a donnée. J'ai quitté assez tôt la France puisque j'ai fait mes études et ensuite je suis partie. Je suis d'abord partie à Genève et ensuite donc j'ai eu différentes expériences au Canada, en Angleterre et ensuite dans d'autres pays en Afrique et au Moyen-Orient. Chaque pays, je les ai respectés pour ce qu'ils m'ont apporté. Néanmoins, ce que j'aurais apprécié, encore une fois, je ne me poserai jamais comme victime, mais ce que j'aurais apprécié, en fait, c'est qu'on nous montre la France telle qu'elle est et non pas comme elle est fantasmée. Oui, alors on va fantasmer par rapport, on rentre dans la deuxième partie de cette émission. Vous et vos parents, est-ce qu'il y a une fracture, il y a l'opposition de culture? Vous avez grandi ici, vos parents viennent avec une culture, veulent vous imposer cette culture-là. Est-ce que vous acceptez ou vous refusez? Ça, par contre, je ne pense pas que je serais d'accord avec cette formulation-là. Je pense que nos parents, pour nous autres qui venons d'Afrique, par exemple, ou du moins d'Afrique centrale, parce que je sais qu'il y a différentes régions en Afrique, nous, par exemple, moi j'ai parlé pour ma propre personne, mes parents, par exemple, ma mère voulait que je m'intègre corps et âme à la République. C'est-à-dire qu'en fait, dans la conception de mes parents, il fallait en fait, une fois qu'on est arrivé ici, il fallait en fait s'intégrer et s'adapter, devenir entre guillemets, des bons petits blancs en fait. C'est-à-dire qu'en étudiant, je sais qu'il y en a eu beaucoup qui ont vécu la même expérience que moi, et je sais que nos parents, souvent, ils nous donnaient, on va dire, une part de notre culture, mais on nous demandait souvent en fait d'effacer notre culture pour en fait assimiler celle dans laquelle nous vivons en fait. C'est-à-dire que mes parents, malheureusement, m'ont ramené quand même une partie de ma culture, mais pas vraiment assez. C'est-à-dire que l'histoire, par exemple, de mon pays, je l'ai appris par moi-même. Mes parents, en fait, me l'ont pas donné. Par exemple, Madame Zoran nous expliquait que son grand-père a fait la guerre. C'était une chose qui était expliquée dans la famille. Par exemple, nous autres, nous n'avions pas eu droit à ce genre de choses. C'est-à-dire que, par exemple, les membres de ma famille restaient au pays, par exemple, j'avais très peu de nouvelles, donc je ne savais pas réellement ce qui se passait là-bas. C'est même le fait que je sois devenu militant, c'est à cause de ça, parce que un jour, je découvre qu'il y a un génocide au Congo et que je n'étais pas au courant. Et l'histoire même du Congo, en réalité, je ne la connaissais pas.
C'est-à-dire que ce que je connaissais, c'était un peu les bribes que je recevais des fois à la télévision ou lors des conversations. Mais de ma propre famille, je n'ai reçu quasiment aucune information. Aucune information. Et vous, avec la tradition musulmane, arabo-musulmane, comment vivez-vous avec la tradition française dans la famille, au sein de la famille? Peut-être votre père, surtout au niveau de parents, il y a ce côté patriarcal qui s'impose au sein de la famille musulmane. Dites-moi, comment faisiez-vous pour marier les deux cultures, tout ça? J'ai une famille qui est très ouverte. Mon papa a quitté l'Algérie pour rejoindre sa propre famille. Il avait une dizaine d'années, donc il a quasiment vécu une grande partie de sa vie en France. Ma mère, pour sa part, est née en France. Je dirais qu'au niveau, en fait, de l'essence musulmane, on nous a appris la shahada très petit. La shahada, donc, ce qu'on appelle l'attestation de foi, qui permet de reconnaître qu'il y a un seul Dieu avec son prophète Mohammed, que salut de Dieu soit sur lui. Voilà, donc maman, je me souviens, nous racontait une histoire avant de dormir et nous faisions la shahada ensemble. On était très petits, donc nous ne prions pas encore. En revanche, ma famille, alors elle a bien entendu voulu que j'adhère, comme pour vous, je dirais à la culture française, en marquant bien l'importance de l'école. Donc pour moi, il était très important de bien étudier. Je dirais presque mes maîtres, je buvais leurs paroles. Par contre, dans ma jeunesse, ça ne m'a pas permis de développer mon esprit critique qui s'est développé plus tard, en fait. Plus tard, je dirais au lycée, lorsque, par exemple, on vous parle de la décolonisation, sans vous parler de la colonisation, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, c'est à partir de là, je dirais, vers 16-17 ans, que les questions se posent. Maintenant, certains autour de moi avaient une vue, je dirais, tronquée, des valeurs musulmanes, par exemple la jeune femme qui était cloîtrée à la maison, qui était sous le joug paternel et également celui des frères. C'était absolument pas du tout mon cas. J'allais venir au niveau de frères, le rôle de frères dans les banlieues, dans les endroits assez cloîtrés, dans les endroits assez retirés de la vraie société, entre guillemets, comme le disent, la société française. Alors, c'est ça qui empêche l'intégration de... Alors, dans mon cas, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, peut-être parce que je suis l'aîné, mais non. Mais l'aîné, vous savez, dans la tradition musulmane, c'est autre chose qui se passe. L'aîné, mais c'est le garçon qui vient, après, c'est lui qui prend... L'héritage. Non, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été le cas. Non. À la maison, on a toujours été élevés sur un pied d'égalité. Il n'y avait pas de différence entre garçons et filles. Chacun devait participer aux travaux ménagers. Mon père également participait aux travaux ménagers. C'est rare, aujourd'hui. Il paraît. Pour ma part, j'ai vécu comme ça. Pareil, ils m'ont beaucoup... Alors, je viens d'une famille également qui a beaucoup voyagé, donc ils m'ont toujours enjoint à voyager. J'ai eu la chance, j'ai fait des études en commerce et affaires internationales qui m'ont amené à voyager très tôt, dès l'âge de 16 ans, et ensuite à travailler dans différents pays. Mais encore une fois, pour revenir à ce que vous posiez comme question par rapport à la France... vu que j'ai quitté la France, moi, 23 ans, et j'en suis revenue presque à l'âge de 37 ans, j'ai vu également une très grande... une fracture, une différence? Une très grande évolution, c'est-à-dire... une évolution... Régression, d'évolution? Ça a évolué, mais dans un sens auquel je ne m'attendais pas, à savoir... j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Alors ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très bien, c'est que la jeune génération, à savoir nos jeunes adultes, je pense, ont certainement des parents qui ont à peu près mon âge et sont beaucoup plus ouverts, ont le regard beaucoup plus ouvert sur ce qui se passe dans la société. Je pense que nous étions, nous, un petit peu plus naïfs et qu'aujourd'hui, ils souhaitent également taper du poing en disant « nous aussi on est là, nous aussi on est français, nous aussi on veut participer ». Et ça, c'est vrai qu'à l'époque... je pense que nos parents ont vécu l'époque où on n'est pas tout à fait chez nous, donc on agit mais sans trop... Sans trop. Ouais, voilà. Alors,
en l'écoutant, on peut dire que voilà, il y a le Français, les vrais Français de souche et les Français de seconde zone. Vous, immigrés de seconde zone, ou vrais immigrés, ou vous revendiquez votre appartenance africaine. Oui. Comment font vos frères et sœurs à la maison? Ils se disent françaises, s'habillant avec des collants, des nijipes, tout ça, etc. Bon. Et vous vous dites non, rentrez chez vous, enlevez-moi ça, tout ça. Non, c'est vrai qu'il y a aussi une... Comment faites-vous? Vous jouez les grands frères? Bah, je suis un grand frère, je suis aussi l'aîné de ma famille, donc c'est vrai que moi, par rapport à ma situation et ma position, fait que je suis obligé d'un peu d'orienter mes petits frères, mes petites sœurs surtout, à trouver en fait le bon équilibre entre ce que la France nous a donné, comme elle a dit, c'est Zouba ou Zoubir, Nora. Nora Zoubir. C'est toujours en fait un équilibre qui est dur à respecter, parce que d'un côté, les enfants d'ici sont influencés par tout ce qu'ils voient, à la télévision, à l'école, et dans la vie aussi courante avec les amis et autres. Est-ce que vous essayez en fait de leur donner aussi et de leur transmettre? Vous détestez la France? Je déteste pas forcément la France. Mais pas forcément, donc forcément il y a quelque chose. Oui, je suis quand même assez aigri parce que je vois que la France a fait certaines choses, elle ne reconnaît pas les choses qu'elle a fait, elle n'a surtout jamais dédommagé ou reconnu le bienfait qu'auraient pu leur donner en fait les colonies. Quand je mets colonies, je mets l'Afrique aussi et les Antilles avec. Dans sa civilisation. C'est un département français, enfin c'est ouais, mais territoire français. La politique de départementalisation s'est faite il n'y a même pas 60 ans, donc c'est tout récent. À la base, les Antilles étaient considérées comme des colonies. Et ça a été mis comme départementalisation après la Deuxième Guerre mondiale, je ne me trompe pas. Je crois 47 ou 48. Donc c'est assez récent. Ce que je dis, c'est qu'elle n'intègre pas vraiment, et elle n'a jamais réellement dédommagé les fils et filles de ces colonies, en fait, par rapport à tout ce qu'elle a pu faire dans son histoire, au niveau des différents massacres, Madagascar, Cameroun, Algérie, les Antilles aussi. Et pour moi, en fait, ça fait une tâche au niveau de son histoire. Donc vous ne pouvez pas vous prendre une arme pour se battre pour la France, pour les drapeaux? Non, parce que la France ne défend pas les intérêts de l'Afrique. Et moi, je défends les intérêts de l'Afrique. Donc, je ne pourrais pas me battre contre quelqu'un qui ne défend pas mes intérêts. Une réquisition terrible. Alors, votre regard par rapport à sa détermination, c'est sur ce côté panafricain? Je me souviens une fois, j'avais discuté avec un de mes camarades. Pas de faux fuyants, hein? Non. Qui me disait, si on ne sait pas d'où on vient, on ne va nulle part. Et je pense qu'il sait d'où il vient et il ira quelque part. Il ira quelque part parce qu'en fait, même je pense derrière les mots qui paraissent comme ça un peu crus, mais je pense que... Je ne pense pas qu'il est foncièrement contre la France, mais qu'il a besoin également d'exister en dehors de ce que certaines élites françaises souhaitent nous mettre dans certains carcans. Encore aujourd'hui, moi je sais que je suis taxée de fille d'immigrés. Ma mère n'est pas immigrée, je dirais que mon père... Oui, il a été migrant à 10 ans. Ouais. Vous n'êtes pas la fille comme on dit, des gens qui ont servi la France pour la guerre d'Algérie, etc. Absolument pas. Non. Je ne vais pas dire les noms. Hein? Non, pas les pieds noirs. Non, mes parents ne sont pas harkis. Voilà, c'est harkis, c'est la question que je veux poser. Non, au contraire. Le papa de ma maman, donc mon grand-père qui est aujourd'hui décédé, grand-père maternel, non. Il était parti du FLN en France. On refuse maintenant de défendre la France parce que quand on voit ce que les harkis sont devenus aujourd'hui, on peut dire que ça ne sert à rien de défendre la France, alors. C'est ça que... Non, c'est pas ce que je veux dire. Par exemple, quand tout à l'heure je parlais de mon arrière-grand-père, voilà. On parlait des guerres d'Indochine qu'il a fait, hein, et il a fait également la Première Guerre mondiale. Il s'agissait de mon arrière-grand-père, non pas de mon grand-père. La question, en fait, c'était quoi? Est-ce que, par rapport aux harkis, alors... Oui, alors, par rapport aux harkis, on ne peut plus défendre la France, parce que beaucoup d'Algériens disent ça, moi je défends plus la France, parce qu'on le voit, ce que les harkis ont pu faire, aujourd'hui, ils sont récompensés autrement. Ils sont même rejetés de deux côtés, en Algérie et ici. Voilà. Moi, je me souviens que j'avais, avec une camarade, en fait, qui est française, mais qui était de maman française et de papa algérien, mais harki, hein,
Je me souviens que toutes les deux, on s'était présentées, en fait, au concours des Nations Unies, puisque, comme je suis binationale et que la France était surreprésentée, j'ai profité de mon deuxième passeport, en fait, algérien, pour pouvoir passer les examens, en fait, donc de P2, junior. Et elle voulait le faire également. Elle n'avait pas le passeport, on était à Genève à cette époque-là. Et elle me dit, mais jamais ils me donneront le passeport, jamais, mon papa est harki. Et donc, je l'ai accompagnée au consulat d'Algérie, mais c'était avec la peur dans le ventre, la peur dans le ventre qu'elle est allée demander. Et puis finalement, tout s'est très bien passé. On lui a donné, en fait, on lui a donné son passeport, elle a pu passer l'examen avec moi. Mais tout ça pour vous dire que, en tous les cas, pour cette jeune femme, c'est harkis donc, qui ont été abandonnés à leur sort. Elle m'a expliqué un petit peu pourquoi sa famille a été harkis, donc pour des raisons purement économiques et également parfois aussi, d'après ce que j'ai compris, pour des raisons de vengeance, puisque... Vous avez parfois honte d'être algérienne, d'origine algérienne? Absolument pas. Absolument. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font voilà, des chirurgiens plastiques. Ah non, surtout pas. Vous voyez, sortir de là, teindre les cheveux un peu, devenir de blondinette, pardonnez-moi. Enfin, vous voyez même que mes cheveux sont frisés, que je les porte bien frisés. Mais c'est rigolo ce que vous me dites parce que plus jeune, j'avais un peu l'impression d'être un peu différente comme algérienne parce que beaucoup de mes camarades avaient les cheveux super lisses jusqu'à ce que je découvre un jour l'une d'elles un matin où elle a dû venir à l'université, on était en pleine préparation d'examen, avec des cheveux frisés. C'est après 3 ans que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas les cheveux raides naturellement, mais frisés. Non, 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 absolument pas. Je suis très fière de mes origines. J'étais très fière également de travailler à peu près 1 an en Algérie, dans le sud algérien. Ça m'a permis également de connaître mon pays. Voilà. Donc, fier aussi pour passer la parole à notre ami Resmo Congo. Il porte bien le nom Congo avec K. Il va nous expliquer rapidement qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez préparer par rapport à cette réponse. Dites-moi, musulmane, convaincue, vous aimez l'islam? Ah oui, bah, c'est une religion d'une douceur loin de tout ce qu'on peut véhiculer de par les médias. Non, c'est une religion d'amour et soit dit en passant, on a dit tout à l'heure la France judéo-chrétienne, excusez-moi, mais le mot judéo a été rajouté à partir de quand? Elle n'était pas si judéo-chrétienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle oublie également une chose, elle oublie également ses racines musulmanes, Averroès. Averroès, voilà. Alors? K de Congo. De Congo avec le K. Le fait, en fait, de me faire appeler Resmo Congo, c'est pour, en fait, me ramener à ma culture d'origine. Quand on fait la distinction entre le Congo avec le K et le Congo avec le C, c'est tout simplement par une logique toute bête. C'est que quand on utilise l'alphabet, si je peux dire, bantou, le C ne représente pas le K en fait. C'est-à-dire que quand on reprend le K, c'est pour simplement en fait revenir à la définition ou du moins à notre culture. Dans nos langues, quand on écrit dans notre paradigme, le C ne compose pas le K. Donc en fait, rappeler Congo avec le K, c'est se rappeler aussi que dans notre conception, ça n'existe pas. Et aussi d'un côté, c'est un petit clin d'œil à l'ancien royaume Congo. C'est-à-dire, comment il s'est composé, comment ces royaumes? Le royaume Congo, en fait, c'était une fédération de plusieurs royaumes, en fait. À l'époque, bon, ça c'est, d'après selon mes recherches, le royaume Congo s'est fondé à peu près au XIIe siècle. Et son déclin a été au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, suite à l'invasion des Portugais, Hollandais et autres, qui ont intronisé la religion chrétienne, en parlant du judéo-christianisme. En intronisant cette religion, il y a eu en fait des scissions à travers la population entre ceux qui étaient pro-christianisme, qui s'étaient convertis au christianisme, et ceux qui voulaient en fait rester dans la tradition ancestrale. Vous aimeriez mourir ici, bien rester. La dernière question, où retourner? L'orientation dans laquelle je suis parti, dans tous les cas, ça sera pour retourner au pays. Et vous? Pour ma part, parce qu'on ne m'a pas posé la question, c'est vrai qu'en Algérie, malgré tout, je suis encore vue d'une autre manière. Je suis vue comme l'immigré, cette fois-ci. Voilà. Voilà, encore une fois. Donc, moi, pour le coup, c'est vrai que vous avez une chance, c'est que vous êtes convaincu, en fait. Voilà, vous avez le Congo qui est, voilà, c'est
c'est là, c'est votre base. Pour On ma, arrive à la fin. ouais. C'est Pour votre ma base. part, je dirais que je suis citoyenne du monde, mais Et c'est vrai que j'ai un attachement pour on a ça. le même problème, je pense. Malgré Voilà. tout, Parce ouais. qu'en réalité, parce que même moi, si je retourne au pays, Vous serez aussi prendra- l'immigré. Voyez-vous, cette histoire d'identité, c'est quelque chose que les autorités françaises doivent absolument pencher là-dessus et comprendre qu'il y a la première, la deuxième et la troisième génération. Et cette génération-là, ces générations-là sont des gens qui ont une certaine revendication, la revendication de leur appartenance à leur identité. S'assimiler, s'intégrer, c'est la question se situe à ce niveau-là. Les anthropologues travaillent pour savoir est-ce qu'il est nécessaire de s'intégrer ou de s'assimiler, mais c'est l'avenir nous le dira par rapport à cela. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.